Bienvenue à notre nouvelle newsletter. Lors de notre précédente vidéo, nous constations le risque de récession relativement élevé et nous pondérions ce risque en espérant une Fed moins agressive dans sa remontée des taux, surtout si l'inflation ralentissait, c'est-à-dire une normalisation monétaire à risque. Depuis, l'inflation aux États-Unis a touché un plus haut à 8,6% en rythme annuel, soit son niveau record depuis février 1982. De même, en zone euro, l'inflation a dépassé les 8%, un record historique depuis le lancement de la monnaie unique. Cependant, si l'on regarde ce graphique, les anticipations de hausse des taux ralentissent puisque le consensus stable dorénavant sur des taux directeurs entre 3,25 et 3,50% à la fin de l'année, contre 3,50 à 3,75 précédemment. Une partie de cette révision des attentes provient du ralentissement de la croissance. Le FMI a encore revu à la baisse les perspectives économiques américaines à 2,9% en 2022 contre 3,7% précédemment attendu en avril. Le chiffre final de la croissance du premier trimestre est d'ailleurs ressorti en baisse de 1,6%, en partie expliqué par le fort rebond économique au premier trimestre de l'année dernière. La probabilité d'avoir une nouvelle contraction de l'économie américaine reste élevée, puisque les anticipations de résultats d'entreprise ont été particulièrement revues à la baisse des dépenses publiques et l'appréciation du dollar ont également pesé sur les exportations. Les entreprises du S&P 500 ont commencé à publier les résultats du second trimestre cette semaine et le consensus s'attend à une baisse des bénéfices de l'ordre de 2,4% sur le trimestre, hors secteur de l'énergie. La Réserve fédérale d'Atlanta a d'ailleurs dégradé très significativement l'estimation de PIB aux États-Unis début juillet en anticipant une nouvelle contraction au second trimestre de 2,1%, entraînant les États-Unis en récession. Si l'on regarde le graphique suivant, qui nous montre les courbes des taux d'intérêt aux États-Unis, on remarque que la publication officielle des estimations de croissance qui aura lieu le 28 juillet est déjà relativement intégrée dans cette courbe, puisque entre le 30 juin et la fin de semaine dernière, la courbe s'est aplatie pour avoir un taux 10 ans dorénavant à 2,9% dans le cas échéant. D'ailleurs, l'écart de taux 3 mois versus 10 ans n'est plus que de 91 points de base et l'écart entre le taux 2 ans et 10 ans est retombé en négatif, signalant un haut risque de récession. Les opérateurs de marché étant 6 à 12 mois en avance sur les cycles économiques, il semble qu'une large partie de ce risque ait déjà été pris en compte dans les calculs des cours actuels. Ce graphe qui présente la performance des principaux indices internationaux, l'Eurostoxx 50, le S&P 500 et le Nasdaq, indiquent que tous ont perdu 20% ou plus sur les 6 premiers mois et restent proches de leur plus bas de l'année. Le S&P 500 a d'ailleurs fait sa plus mauvaise performance semi-annuelle depuis 1970. À l'inverse, le retournement en Chine, qui a publié des chiffres d'activité économique en expansion pour la première fois depuis février, ont permis à l'indice Hang Seng de réduire ses pertes annuelles à seulement 5% à fin juin. À ces niveaux, les valorisations apparaissent attractives, puisque le S&P 500 se traite 17 fois les bénéfices attendus en 2022, c'est 24 fois pour le Nasdaq et même 11 fois pour l'Eurostoxx 50 et le Hang Seng. Cependant, le graphique qui va être projeté maintenant est un graphique du sentiment de marché. Plus précisément, un sentiment négatif de marché. Ce sentiment reste très prudent, à l'image du niveau auquel il se situe, puisqu'il est toujours à des niveaux au moment quasi équivalent au moment de la pandémie. Pour autant, selon nous, un élément déclencheur de la fin de marché baissier pourrait être l'inflexion dans le discours de la politique monétaire de Powell. Comme nous le soulignons lors de notre précédente vidéo, ce dernier pourrait, dès le mois de septembre, mettre le sujet de la récession devant celui de l'inflation. Cela permettra au dollar d'arrêter de s'apprécier, ce qui est généralement bon pour les marchés actions. D'un autre côté, la forte chute du pétrole par rapport à ses plus hauts du mois de mars, la baisse du coût des fret, l'assouplissement dans la politique zéro Covid en Chine et la baisse des matières premières sont autant de facteurs qui pourraient permettre un ralentissement des prix à la consommation sur le quatrième trimestre. Sur ce graphique suivant, qui est celui des matières premières, qui intègre, on l'appelle un indice composite des matières premières, puisqu'il inclut les métaux, les produits agricoles et l'énergie.
Et l'on peut voir que ce dernier a baissé de plus de 17% depuis le 8 juin, qui était un pic depuis celui du 8 mars. Si tel est le cas, alors le sentiment baissier pourrait s'atténuer et profiter au marché action. D'ailleurs, sur ce graphique suivant, on présente les variations mensuelles du sentiment négatif de marché et de l'autre, l'évolution du S&P 500 depuis janvier 2018. Les bornes rouges et vertes indiquent les points extrêmes. Lorsque le sentiment de marché baissier dépasse la borne rouge, c'est un signal de vente forte. Entre les deux bornes, c'est une zone neutre. Et si on se base sur l'historique depuis 2018, nous sommes encore en phase de vente, c'est-à-dire au-dessus de la borne rouge. Pour autant, cet indicateur peut rapidement se retourner, notamment si les indices d'activité économique se redressent ou si Powell modifie sa politique, entre autres. Si on applique la même méthodologie au sentiment positif de marché, il n'y a pas non plus, à l'image du graphique à l'écran, de signal acheteur, c'est-à-dire que cet indice passerait au-dessus de la ligne verte. Au contraire, il reste très significativement en dessous de la ligne rouge. Ce premier semestre, qui affiche une correction forte du marché action, notamment en Europe et aux États-Unis, a généré des opportunités sur les actifs sans risque ou obligations, notamment libellés en dollars. Les investisseurs resteront cependant attentifs au meeting de la Banque centrale européenne le 21 juillet et celui de la Fed le 27 juillet. Tout un programme qui sera au cœur de notre prochaine vidéo. Et d'ici là, notre équipe est présente pour répondre à vos questions sur les investissements. À bientôt.